Merci, Monsieur le maire. Mesdames, Messieurs, chers collègues, je voudrais avant tout remercier toutes les Lyonnaises et les Lyonnais qui ont manifesté leur intérêt pour le projet européen lors du scrutin du 9 juin dernier. Nous nous félicitons de son résultat qui a porté la liste soutenue par le Parti socialiste et Place publique en tête sur notre ville. Je veux saluer l'unique députée européenne du Rhône, la socialiste Muriel Laurent, qui portera l'enjeu européen avec l'engagement qu'on lui connaît dans la lignée de celles qui l'ont précédée, Sylvie Guillaume et Martine Roure. Les deux ont d'abord été adjointes aux affaires sociales de notre ville, ce qui, assurément, leur donna une expérience déterminante pour exercer leur mandat de député. Depuis 2020, il n'aura échappé à personne qu'avec nos partenaires écologistes de l'IEC, de l'EFI, c'est toute la gauche qui est rassemblée dans la majorité municipale. C'est donc une satisfaction de voir que notre majorité municipale se trouve confortée globalement par ce scrutin. Une autre satisfaction est de voir que l'extrême droite a été contenue, ce qui conforte la tradition humaniste de notre cité. Il reste que les équilibres en présence au Parlement européen ne devraient pas être remis en question, même si le groupe Renew Europe, celui du président Macron, est relégué de la 3e à la 4e place derrière le groupe de Giorgia Meloni. Je ne doute pas un instant que la capacité de nuisance de l'extrême droite sera neutralisée par le cordon sanitaire européen qui n'a jamais flanché. Nous pourrions donc être satisfaits de la tournure de cette séquence politique si le président de la République ne s'était pas lancé dans une aventure égotique, solitaire, imprudente et risquée, aux conséquences potentiellement très graves, en prononçant la dissolution de l'Assemblée nationale. Et voilà, c'est la politique du pire qu'a choisi le président de la République. La politique du pire est souvent la pire des politiques. Voilà donc l'alternative qui nous serait imposée, une victoire du Rassemblement national qui fera entrer la France dans le camp des démocraties libérales ou le risque de l'ingouvernabilité avec une tripartition rigide qui rendrait impossible la formation d'un gouvernement. Alors nous voyons bien le jeu du président qui, pour qualifier son camp, a décidé de reporter la confrontation avec le RN au second tour. Pour y parvenir, celui qui nous avait promis le progressisme et la nuance lors de sa première élection en 2017 essaie de fracturer le nouveau Front populaire en versant dans la caricature, en épousant les obsessions et le vocabulaire d'une droite réactionnaire. Le président de la République ne cesse de multiplier les déclarations inconséquentes et hargneuses. Elle ne mériterait que notre indifférence si elle ne jalonnait un déplorable chemin mémoriel où chaque station de notre histoire nationale est souillée par une parole qui en méprise la dignité. À Oradour-sur-Glane, le 10 juin, il se déclare ravi de leur avoir balancé une grenade dégoupillée dans les jambes. Le 18 juin, sur l'île de Sein, il s'en prend au programme totalement immigrationniste du Front populaire. Ça n'est jamais en reprenant les mots de l'extrême droite qu'on peut les combattre. Reprendre les termes de l'extrême droite revient à les accréditer, à les valider. Ce faisant, avec de telles outrances, avec cette rhétorique insensée, le président met en péril la possibilité de convoquer un front républicain au second tour pour empêcher le RN d'obtenir une majorité à l'Assemblée. On est loin, très loin de la promesse du macronisme originel. Le chef de l'État, dont le rôle devait être pourtant d'amortir les chocs, apparaît comme celui ayant organisé le désordre. Ce moment, qui devait être un moment de clarification, de respiration démocratique, risque d'abîmer encore plus la démocratie pour aboutir à une crise politique majeure sous les yeux ébahis de nos partenaires sous fond de défiance des marchés. Alors, le 30 juin, effectivement, il y aura bien 3 voix. Les électeurs devront choisir le modèle de société auquel ils aspirent. Voulons-nous la société fermée, excluante, tournée vers le passé que propose le RN et ses alliés? Voulons-nous une société d'individus fondée sur la concurrence de tous contre tous que proposent les libéraux? Ou voulons-nous une société solidaire, soucieuse des générations futures, de la planète et des autres peuples que propose le nouveau Front populaire? Comme à l'accoutumée, le procès en compétence est ouvert par les macronistes. Il est vrai que leur bilan parle pour eux. Creusement du déficit public, baisse du pouvoir d'achat, production de logements à l'arrêt, augmentation des inégalités,
dégradation des services publics, stagnation de la productivité du travail en dépit des aides massives encore accordées aux entreprises. Quel crédit accordé à des donneurs de leçons, chantres de la rigueur budgétaire, au moment où la Commission européenne s'apprête à lancer contre la France et 6 autres pays une procédure pour déficit excessif. De leur côté, c'est-à-dire à l'extrême droite, les dirigeants du RN surfent sur la stratégie du flou en pratiquant l'évitement sur tous les sujets. Rarement des dirigeants politiques n'auront autant godillé en aussi peu de temps. Pour sortir de leur isolement européen, sans trop se renier, ils proclament désormais qu'ils ne veulent plus quitter le commandement intégré de l'Alliance Atlantique. Ils sont d'accord pour soutenir Kiev et ils remisent certaines de leurs promesses économiques. Il reste la baisse du taux de la TVA sur l'énergie et le carburant de 20 à 5%, outre que le fait que cela nous promet un bras de fer avec Bruxelles, la mesure coûteuse ne cible en rien ceux qui en auraient le plus besoin. La baisse de la TVA sur l'essence profitera davantage aux ménages aisés. Elle est surtout un marqueur de leur vision de l'écologie. En cas d'accession de l'extrême droite au pouvoir, les préoccupations environnementales et la lutte contre le dérèglement climatique passeront en France clairement au second plan quand elles ne disparaîtront pas simplement. Lutte contre les éoliennes, promotion des énergies fossiles, défense des pesticides. Le RN vend du vent aux plus modestes en niant les enjeux environnementaux. S'il était appliqué, le programme de l'extrême droite renforcerait l'inéluctabilité de la catastrophe écologique. Alors, sur la sécurité et l'immigration, deux questions qu'il n'a cessé de lier, le RN adopte à l'inverse une posture offensive. Rétablissement des peines planchées en matière de stupéfiants et d'atteinte aux personnes dépositaires de l'autorité publique, suspension des allocations familiales aux parents de mineurs délinquants récidivistes, loi d'urgence sur l'immigration intégrant non seulement la réforme de l'aide médicale d'État, mais aussi la suppression du droit du sol. Il n'y a plus là matière à contorsion. Le RN révèle ce qu'il est, un parti dont la matrice est la préférence nationale, le rejet de l'autre. La perspective d'un rapport de force avec le Conseil constitutionnel est clairement ouverte, le risque d'affrontement dans la société aussi. C'est le contraire de l'alternance tranquille que les dirigeants du RN prétendent aujourd'hui vouloir préparer. L'imposture est totale. L'instrumentalisation de la mémoire de la Shoah et de la lutte contre l'antisémitisme par le Rassemblement national répond à une stratégie politique claire, la recherche d'une respectabilité pour conquérir le pouvoir. Après avoir fondé sa montée en puissance sur l'antisémitisme, le RN a compris que sa dédiabolisation passerait par sa conversion accélérée à la lutte contre ce fléau. Ne soyons pas dupes. Nombre de ces candidats restent marqués par un antisémitisme affiché ou honteux. Bénéfice recherché, la protection des Juifs contre la minorité musulmane du pays, désignée comme seule responsable des actes antisémites. Le discours du RN n'a cessé de renforcer les amalgames entre islam et islamisme, islam et terrorisme, islam et antisémitisme, véhiculant des stéréotypes et des assignations identitaires en situant la minorité musulmane comme un danger pour l'identité nationale. Il reprenait ainsi, en la déplaçant sur une autre minorité, les thèses classiques de l'extrême droite sur les minorités, juives ou protestantes hier, musulmanes aujourd'hui, accusées de dissoudre la communauté nationale. Cette stratégie participe de la bataille culturelle de l'extrême droite sur l'identité nationale et le clivage qu'il cherche à imposer entre les nationaux et l'anti-France islamo-gauchiste, tout en se proclamant défenseur de la laïcité alors même que celle-ci garantit le libre exercice des cultes. Le résiduel n'existe pas dans la lutte à mener contre l'antisémitisme, d'où qu'il vienne, mais ce sont les mêmes mécanismes d'essentialisation et d'intolérance qui alimentent le discours antisémite et celui porté contre la minorité musulmane par le RN. La gauche a choisi une stratégie inverse en pointant l'échec de la politique économique et sociale du gouvernement. Notre programme promeut une rupture échelonnée dans le temps avec des dépenses importantes que nous finançons et assumons. Nous assumons que ce financement soit assuré par des hausses d'impôts avec la taxation des superprofits et une remise en cause de diverses niches fiscales, par les effets bénéfiques des hausses du pouvoir d'achat sur la consommation des ménages et des entreprises, avec une croissance qui, au final, aboutira à une réduction des déficits.
Cette perspective et ce programme sont bien sûr validés par d'éminents économistes. Je citerai volontiers Esther Duflo, prix Nobel 2019 et professeur au Collège de France, mais elle est aussi validée par notre histoire. Souvenons-nous que nous avons déjà lancé cette dynamique pendant les années Jospin et la gauche et le gouvernement de la gauche plurielle, qui a conduit à la réduction de tous les déficits. C'est donc une question d'efficacité économique, mais c'est avant tout une question de cohésion sociale. Durant plusieurs décennies, les salariés aux États-Unis, en Europe ou au Japon ont vu leur situation se dégrader. Au cours des 15 dernières années, 70% des ménages des pays développés ont affronté une baisse de leurs revenus. Pourtant, les salaires ont connu un sérieux coup de frein dans les périodes de récession, mais sans rattrapage sérieux lorsque la conjoncture s'est améliorée. Dans le même temps, les revenus du capital n'ont cessé de croître, comme en témoigne la baisse de la part des salaires dans le PIB mondial. Les conséquences sont connues: explosion des inégalités, montée de la pauvreté, frustration sociale. Depuis les années 80, les 1% les plus riches ont capté 27% de la croissance des revenus. 26 grandes fortunes cumulent une richesse égale à celle d'une moitié de l'humanité. En même temps, la part de la population au-dessous du seuil de pauvreté a dépassé 10% dans l'ensemble des pays de l'OCDE, 15% en France. Quant aux États-providence, ils ne font plus face parce que leurs ressources fiscales ont été volontairement réduites. L'amélioration du pouvoir d'achat de celles et ceux qui portent notre société au bout de leurs bras s'impose à la fois pour une question de justice et aussi de reconnaissance. Il y a un moment où les applaudissements ne suffisent plus. La lutte pour l'égalité est aussi une question de justice, mais surtout une question de cohésion sociale. Sans équité, le tissu social se déchire. Quand les très grandes fortunes ne paient pratiquement pas d'impôts, allez expliquer au peuple que la mondialisation sera heureuse. Aucune société ne peut progresser de manière cohérente et stable avec un corps social éclaté, une minorité de privilégiés et une masse de laissés-pour-compte. Voilà les trois voies qui nous sont offertes. Alors, j'invite les Lyonnaises et les Lyonnais à choisir celle qui répond au mieux à l'urgence sociale et environnementale à l'aune de l'efficacité économique. L'étiquette Nouveau Front Populaire vaut comme un signe de ralliement et comme un message d'espoir, deux signaux nécessaires face à la perspective d'une arrivée au pouvoir de l'extrême droite. Avant d'en terminer, je voudrais revenir sur l'intolérable procès fait à la gauche en matière d'antisémitisme avec pour seul objectif de faire hésiter à voter pour le Nouveau Front Populaire en raison des soupçons qui pèsent sur certains. En conscience, pensez-vous que Lionel Jospin, François Hollande, Raphaël Guzman, Nicolas Mayer-Rossignol, Michael Delafosse, Carole Delga ou Hélène Geoffroy soient des exaltés irresponsables et complaisants avec l'antisémitisme? Ici même, au sein de cette Assemblée, et même à la métropole, voyez-vous un seul élu de la majorité qui puisse être soupçonné, ne serait-ce que de complaisance? Croit-on que la CGT ou la CFDT, qui soutiennent peu ou prou le Nouveau Front Populaire, soient des organisations suspectes dans ce domaine? Croit-on que, sur la base du texte adopté par les partis de gauche, qu'un éventuel gouvernement de gauche puisse être suspecté de la même dérive? Croit-on enfin que ces forces de gauche, non LFI, laisseraient faire en cas de dérapage de tel ou tel? Quand Emmanuel Macron dit que Blum se retournerait dans sa tombe en voyant le Nouveau Front Populaire, ni moi, ni personne, nous ne pouvons faire parler les morts sur les enjeux du présent. En revanche, on peut poser comme principe que ceux qui ont participé à détruire une partie de l'héritage politique de Blum, l'État social, le dialogue social, sont mal placés pour le faire parler. Et puisque mon cœur fait Blum, laissons-lui le dernier mot. J'ai souvent pensé que la moralité consiste essentiellement dans le courage de faire un choix.